Bonjour. Cette section, c'est une révision de ce que nous avons vu en salle de classe. Donc, je veux être sûr que vous avez bien compris, puis j'espère que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va clarifier certaines choses si ce n'était pas clair. Donc, comme on a vu en classe, la Renaissance, c'est une période qui est entre 1400 jusqu'à 1600 environ. Et la raison que ceci c'est une période importante, c'est que c'est une redécouverte des anciennes idées qui avaient été perdues en Europe, occidentale surtout, suite à la chute de l'Empire romain. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette période? C'est cette idée de l'humanisme. Qu'est-ce qu'est l'humanisme? L'humanisme, c'est essentiellement que le centre des connaissances et de la curiosité des Européens va se concentrer sur les humains. Et cette concentration va faire en sorte qu'ils vont chercher à mieux comprendre l'expérience humaine sur la planète Terre et dans l'univers. Ce qui est nouveau avec ça, c'était que avant la Renaissance, les Européens en particulier se concentraient plus sur l'esprit divin, c'est-à-dire l'exploration de Dieu, puis le paradis après la mort, et ainsi de suite. Donc, on change notre concentration de Dieu pour aller vers l'humain. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a retrouvé les anciennes écritures qu'on ne comprenait pas, mais que d'autres groupes, comme les Européens de l'Est, comme les Arabes musulmans, ces groupes-là comprenaient bien ces textes et avaient traduit les textes dans leur propre langue de l'époque. Donc, par exemple, les musulmans en arabe, en turc ou d'autres langues, et les Européens de l'Est dans leur propre langue, le grec et d'autres langues comme ça. Puis ils avaient traduit les textes d'Aristote, les textes de Platon, les textes d'auteurs de l'Antiquité, et ils vont redécouvrir ce que les anciens connaissaient, mais eux ne connaissaient pas. Maintenant, ça va être important parce que ces idées qui vont ressortir de l'Antiquité, qui vont revenir dans la période de la Renaissance, va amener des questions. On va questionner l'autorité de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que l'Église catholique contrôlait les universités. L'Église catholique contrôlait l'éducation des groupes élites, les riches, les puissants. Donc, des idées, par exemple, que la Terre était au centre de l'univers, que les astres allaient autour de la Terre. Donc, la Terre était le centre de toute activité parce que Dieu nous avait placés là, selon la vision de l'Église catholique de l'époque. Donc ça va être questionné. On va commencer à regarder le monde et l'univers d'une autre façon. L'homme, donc, va être le centre des connaissances, puis l'homme ici, je veux dire, avec un grand H, donc les êtres humains en général. Les conséquences de ça, c'est qu'il va y avoir des arts visuels qui vont représenter ces nouvelles idées. Donc, des auteurs, des peintres comme Léonard de Vinci avec la Joconde ou Mona Lisa, Raphaël avec l'école, j'oublie le nom de la peinture, l'école de Grèce, mais non, c'est pas ça, mais peu importe, ou Velázquez, qui était un peintre espagnol, Michel-Ange avec les sculptures, puis avec les peintures qu'il va faire. L'architecture va être affectée également. Les nouvelles églises vont être beaucoup plus proportionnelles et vont explorer toute la notion de perspective. Quand on parle de Renaissance, on ne veut pas dire par contre qu'on abandonne l'Église catholique. Au contraire, on questionne plutôt la version humaine de l'Église catholique, puis on est en train d'explorer des nouvelles idées pour voir peut-être que ce que l'Église catholique interprète n'est pas la bonne. Donc, dans les sciences, on va observer les étoiles. On va observer que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais plutôt la Terre va autour du Soleil. On va observer qu'il y a des étoiles qui sont très lointaines et que peut-être que ce n'est pas exactement ça qui existait selon les spécialistes du Moyen-Âge. On va explorer la physique, le mouvement des astres, le mouvement des étoiles, le mouvement des planètes, avec des gens comme Kepler, qui est un spécialiste de la question, Galilée, qui va observer la Lune et les planètes avec le télescope.
Les mathématiques vont venir appuyer ces nouvelles recherches. Donc ça, c'est très important aussi parce que les mathématiques vont faire une explosion de nouvelles connaissances parce qu'avec les mathématiques, on peut prouver des choses qu'on ne pouvait pas avant, ou du moins pas aussi efficacement. La religion va vivre un changement radical. La religion chrétienne en particulier, parce qu'il y a des chrétiens catholiques qui vont questionner l'Église catholique de Rome, à savoir comment peut-on justifier certaines des décisions. Puis je vais revenir là-dessus. La technologie va s'améliorer. On va inventer la presse imprimée. Ça existait déjà, mais ce qui va être nouveau dans cette période, c'est qu'au lieu d'avoir l'écriture à la main, ce qui prenait énormément de temps, on va développer des plaques en métal avec des lettres individuelles qui peuvent former un texte, puis là on met de l'encre sur la plaque métallique, puis là on met un morceau de papier ou un parchemin et on écrase le parchemin. C'est pour ça qu'on appelle ça une presse. On l'écrase et on réussit à imprimer une feuille imprimée qu'on peut lire. Puis on peut en fabriquer des centaines, des milliers, voire des millions. La navigation, on va pouvoir naviguer de plus en plus loin. On pourra aller voir des nouvelles terres, des nouvelles régions. Donc, ce qui intéressait les Européens à cette époque, c'était de se rendre, entre autres, vers la Chine et les Indes. Pourquoi? Parce que la Chine avait des produits qu'on n'avait pas dans l'Ouest. Les Indes également, les épices, la soie, des verreries, la porcelaine, etc. Mais cette route qu'on prenait, qu'on empruntait, était une route terrestre. C'était une route qui était compliquée si on ne s'entendait pas avec les peuples qui vivaient sur ce territoire. Donc, quand les Turcs vont prendre le contrôle de cette région ici, les Turcs vont augmenter le coût, si vous voulez, du prix de se rendre en Chine ou en Inde. Donc, certaines populations, certains groupes vont commencer à chercher d'autres routes. En 1453, la ville de Byzance ou Constantinople, connue aujourd'hui sous le nom d'Istanbul, va être prise par les Turcs. Et ça va être symbolique du problème. Les gens, avant 1453, Constantinople était une ville chrétienne. Après, c'est une ville musulmane, islamique. Donc, les chrétiens qui vivent ici vont déménager vers l'Italie. Avec eux, on amène énormément de connaissances. Mais également, ça aide à bloquer la route vers la Chine, ou du moins le rendre beaucoup plus cher, dispendieux. Donc, les pays européens vont commencer à chercher des routes alternatives pour se rendre jusqu'en Chine. Et quelles routes vont-ils emprunter? Elles vont emprunter des routes vers l'ouest. Mais on ne connaît pas ce continent qu'on connaît maintenant. Ce continent n'existait pas aux yeux des Européens. Ne connaissaient pas. Quelques pêcheurs connaissaient des parties qui étaient proches de cette terre, mais on ne connaissait pas qu'est-ce que c'était. Évidemment, les gens qui vivaient ici, les autochtones, les aborigènes, eux le savaient, mais les Européens ne connaissaient pas cette route ou ce continent. Au début, les Portugais qui sont ici vont descendre en Afrique et tenter de contourner l'Afrique. Ils vont réussir, ça va leur prendre 80 ans à peu près, comme on a vu en classe, pour contourner. Et ils vont s'apercevoir que c'est long, c'est risqué, et il y a d'autres peuples qui sont dans le chemin. C'est pas facile. Donc, les Espagnols vont commencer à regarder une route vers l'ouest. Donc, l'Espagne va pousser vers l'ouest sous pas le contrôle, mais sous l'idée de Christophe Colomb. Christophe Colomb va convaincre le roi d'Espagne et la reine d'Espagne que, hey, si on va à l'ouest, on va se rendre au Japon, on va se rendre en Inde, on va se rendre en Chine. Il avait raison d'une chose. Il y avait un continent à peu près à la distance qu'il avait prédit. Mais ce n'était pas l'Asie, c'était un nouveau continent. Mais Christophe Colomb ne savait pas que ce continent existait, même jusqu'à sa mort. Il était convaincu qu'il était près de la frontière est de l'Asie.
Mais il est mort avant qu'il apprenne la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, que c'était un nouveau monde. L'année après sa mort, un certain Amerigo Vespucci a publié un texte qui est intitulé Le Nouveau Monde, où lui, il avait découvert la côte nord du Brésil actuel, et de l'Amazonie en particulier, et il déclare que c'est un nouveau monde. Et les Portugais, donc, vont poursuivre le même chemin et vont aller s'installer dans cette région ici. Les Espagnols vont aller visiter ces régions ici. Plus tard, le Royaume-Uni et la France vont envoyer des voyageurs également. Les Anglais vont éventuellement aller s'établir dans ce qui va devenir les États-Unis. Puis les Français vont aller dans la région qui va se nommer éventuellement la Nouvelle-France. Tous les 4 pays vont poursuivre leurs recherches à l'intérieur des terres. Puis ce qu'ils cherchent, c'est une route vers la Chine. Toujours la route vers la Chine, c'est leur ambition. Éventuellement, les Anglais vont passer dans le nord, tenter leur expérience. Les Anglais vont pousser ici, les Français vont pousser là, les Espagnols ici, et les Portugais et les Espagnols vont contourner l'Amérique du Sud, constamment à la recherche. Finalement, en 1524, Magellan, un Espagnol, va réussir à faire le voyage autour de la planète. Et là, on va connaître finalement la dimension de notre sphère qu'on appelle la planète Terre. Donc, ça a plusieurs effets, tout ceci. Je finis là.